de la campagne de Vinci, un petit bâtard, un fils illégitime d'un notaire florentin et d'une femme inconnue nommée Caterina, non, soit devenu le Léonard de Vinci que nous connaissons. C'est la trilogie du Darknet. Donc à partir du moment où c'est une trilogie, il va falloir accepter que c'est le dernier tome hein, et qu'il va falloir dire au revoir au personnage. Toute notre vie, depuis notre naissance, on l'a construit pour aimer et être aimé. Hello, j'espère que vous allez bien. J'ouvre un nouveau vlog. J'allais me poser là, il est quoi, 13h36. J'allais me poser et je me suis dit, je n'ai pas enregistré de début de vlog. Alors que j'ai terminé un précédent vlog hier. Voilà, on est mardi 23. Bah, il n'y a pas la date sur mon... Ah, oui, c'est bon. Mardi 23. On est mardi 23. Je suis bien prise par mes lectures pour des collaborations. Voilà, donc c'est positif d'avoir des collaborations. C'est positif que les maisons d'édition me fassent confiance et tout. Donc ça demande juste un petit peu d'organisation. Pour pouvoir lire et toujours faire tout ce qu'il y a à faire à côté et du coup c'est pour ça que je lis et là aujourd'hui comme j'ai pas d'événement ce soir j'ai prévu vraiment de lire beaucoup aujourd'hui pour bien avancer et en plus ce sont des livres qui sont intéressants donc c'est pas un problème de lire, c'est pas un problème et là en l'occurrence je suis dans 2 livres en même temps. Mais je vous en avais parlé dans le vlog précédent, je suis dans Data Sanglante de Jakub Zamalek, c'est le tome 2 de la trilogie du Darknet. J'ai lu le tome 1, tu sais qui. Alors de sûr le tome 1 il est chez Point, j'imagine que les autres de la trilogie aussi, mais j'ai pas de preuves. J'ai pas la couverture en tête si vous voulez, alors que tu sais qui, je vois très bien la couverture en poche. Donc là j'en suis à pas tout à fait la moitié. Il fait combien de pages? Si, normalement j'ai passé la moitié. Pourtant ça se voit pas, non? Vous en pensez quoi? Normalement je suis quasiment pile à la moitié, puisque là je suis à la page 226. Donc ça veut dire qu'on devrait avoir 452 pages pour que ça fasse pile la moitié. Et il n'y en a pas 452, mais il y en a... Attendez. 448. Oh. Donc on n'est pas loin, on n'est pas loin. À une page près, on est à la moitié, quoi. C'est bien, c'est vraiment bien. Je trouve qu'on voit pas assez passer ces livres. J'avais adoré le tome 1, je l'ai partagé sur TikTok, enfin sur Instagram aussi, mais c'est sur TikTok que j'ai eu un retour de quelqu'un qui me disait « Ah bah oui, il est bien le tome 1, mais alors le tome 2... » Donc je commençais à peine la lecture du tome 2, c'est en général le genre de remarque que j'adore. Et je dis oh. Enfin en même temps la personne ne savait pas que je débutais le tome 2. Mais ça arrive, vous savez quand on débute un livre que quelqu'un vienne vous voir et vous dise ah tu lis ce livre? Oh qu'est-ce que je l'ai pas aimé. Oh. Voilà. Et donc là en fait je savais pas trop à quoi m'attendre puisqu'elle m'avait dit que... Enfin en fait elle m'a dit le tome 1 c'est le meilleur de la trilogie. Et en fait, je me régale. Je retrouve des personnages du tome 1, donc bien évidemment, je vais vous dire comme d'habitude, c'est le mieux, c'est de lire les tomes dans l'ordre. En fait, on a Julita. Julita, elle est journaliste d'investigation. Ça se passe en Pologne, hein, l'auteur est polonais. L'auteur est né en 1986 à Varsovie. Il a étudié l'archéologie méditerranéenne à Cambridge. Il est l'un des 3 principaux auteurs du jeu vidéo The Witcher et son premier roman publié en France, Tu sais qui, a reçu un excellent accueil du public et critique. Il est l'une des révélations du polar polonais actuel. Donc cet auteur, qui est bien jeune puisque lui n'a pas encore 40 ans mais ce sera l'année prochaine, eh bien en fait il nous emmène dans le monde du Darknet, donc dans le monde d'Internet avec un côté... Darknet, on va penser à la partie parallèle d'Internet et tout ça, mais au-delà de ça, il y a vraiment la partie se méfier de tout. On est écouté, on est surveillé et parfois ça peut dévier. Voilà, donc c'était un peu le sujet du tome 1. Et là, avec le tome 2, on retrouve Julita, qui avait bien mené son enquête dans le tome 1. On retrouve d'autres personnages, au moins 2.
au moins 2 autres personnages qu'on avait vus dans le tome précédent. C'est assez rythmé, on a une alternance de personnages, les chapitres sont longs mais en fait au sein d'un même chapitre on a une alternance de personnages, donc en fait je fais même plus attention aux chapitres, en fait je m'intéresse plutôt aux sauts de paragraphes qui indiquent qu'on va changer de personnage. Ce que j'aime c'est la description humaine en fait, la description de la vie quotidienne, la description... Enfin, j'ai des exemples. J'ai des exemples. Alors, Yulita détestait faire ses bagages. Elle oubliait toujours quelque chose. Quand ce n'était pas son chargeur, c'était ses chaussettes. Quand ce n'était pas sa brosse à dents, c'était son pyjama. D'ailleurs, d'autres questions l'embêtaient. Emporter son imperméable ou pas. Il prenait beaucoup de place dans la valise, mais si elle ne le prenait pas, il pleuvrait à coup sûr toute la semaine. Elle pourrait certes l'enfiler, mais par cette chaleur, elle allait suer à grosses gouttes. Un parapluie dans ce cas, et voilà. Et ça continue, mais c'est exactement... Enfin, c'est hyper humain, en fait. Et j'ai pas souvenir d'avoir eu ce côté de réflexion comme ça dans un livre. Enfin, j'ai trouvé ça top. Alors après, dans le petit passage que j'ai lu tout à l'heure... Il y avait un autre petit truc, c'est encore Yulita. Yulita n'était jamais allée à Londres, elle s'en était bien évidemment fait une image dans sa tête, un collage de clips vidéo, de films et d'illustrations de livres. Les Beatles qui traversent un passage piéton d'un pied alerte, des soldats coiffés de chapeaux de fourrure ridicules, le Tower Bridge sur fond de ciel nuageux. Voilà, c'est... Et c'est ça, en fait, en résumé. Alors, bien sûr, il y a une enquête, il y a un côté course-poursuite. Alors, on a peur pour Yulita, puisqu'on a lu le tome 1 avant de lire ce tome 2, et on sait, il y a des choses qui spoilent... Enfin, non, mais clairement, il faut lire le tome 1, je vous l'ai déjà dit, mais il faut lire le tome 1 avant ce tome 2, parce que c'est une vraie suite. C'est une vraie suite, et puis, c'est la fin du tome 1 qui amène ce tome 2 non mais c'est bien écrit, c'est bien traduit, c'est prenant, c'est original, voilà, je le trouve vraiment très très bien, très très bon, je me régale totalement. Ce sont des livres qui étaient dans ma palle depuis un petit moment, mais c'est bon, je les sors et trop bien quoi, je me régale. Oui, ce livre, il est dans ma palle depuis le 12 septembre 2023. Oh mais c'est top. Et puis, je suis toujours dans celui-ci aussi, dont je vous avais parlé également dans mon vlog précédent, Le sourire de Caterina de Carlo Vecchi et l'extraordinaire histoire de la mère de Léonard de Vinci. Alors, ici aussi, les chapitres sont longs, 50, 60 pages. Alors, ce que je vous dis, c'est pas une moyenne, c'est en tout cas la dernière fois que j'ai fait attention au nombre de pages. Sur 2 chapitres, on était sur 50-60 pages. Donc là, j'en suis où? À la moitié ou pas à la moitié? Alors, ouais, parce que là, la fin est particulière. Donc, j'en suis là. Voilà. Sachant que si j'en étais à la moitié, le livre aurait dû s'arrêter là. Et il y a encore quelques pages. Mais dans ces quelques pages... Enfin non, on va le faire autrement. Ici, on a tout ce qui est notes bibliographiques et annexes et glossaires. Voilà. Donc en fait, si j'en étais à la moitié... Non. Non, ça n'a pas de sens ce que je dis. Attendez, je vais le faire à l'inverse. 476... 200... 472... 12, si j'étais là... Eh ben c'est comme tout à l'heure, je suis... Alors l'autre j'étais à la moitié à une page près, dans le sens que j'avais lu une page de plus. Là je suis à la moitié à une page près, mais avec une page de moins. Oh, le hasard fait bien les choses. Donc on a Caterina, et en fait ce qui est hyper puissant dans ce livre... Bien sûr, outre le côté historique, on est dans les années 1400 en Italie, donc on part à Florence, on part à Venise, 2 villes que j'adore, certes qui n'étaient pas pareilles, mais bon, il y a des petites places qui me parlent, et ça c'est top. La force de ce livre, en dehors de l'aspect historique, c'est la construction, parce que on a un chapitre par personnage, chaque personnage parle à la première personne et ce sont des personnages qui ont été importantes dans la vie de Caterina. Et il y a un côté de passage de relais entre les personnages, sauf que le relais qui se passe, c'est Caterina. Quand elle était petite, quand elle grandit, et ce passage de relais va avoir lieu à chaque fois dans certaines conditions et tout ça. Mais c'est hyper puissant parce qu'à un moment donné,
En fait, à un moment donné, hop, on découvre un personnage, on découvre un petit peu sa vie, etc. Puis hop, on voit comment ce personnage a eu de l'influence sur la vie de Katerina. Mais quand je dis de l'influence, c'est pas dans le sens, comment dire, enfin, c'est de l'influence dans le sens où c'est la personne qui a été la plus influente sur une partie de sa vie. C'est même parfois Katerina a été une esclave en fait. Et donc c'est le maître. On va suivre le maître pendant un chapitre. Et donc forcément, à un moment donné, bah il a pris Katerina en tant qu'esclave. Donc en fait, c'est un peu est-ce qu'on pourrait dire toutes les personnes qui l'ont logée? Je sais pas non plus, mais c'est pas toujours avec bienveillance, hein, mais oui. Bon, après, j'en suis qu'à la moitié. Enfin, à une page près. Ouais, je sais pas si je peux affirmer ça, parce que comme j'ai pas lu le livre en entier, peut-être que je me trompe, mais bon, en tout cas, l'idée, c'est ça, et je trouve que c'est très très intéressant, en fait, de voir... Alors, de voir ça, et puis de voir la vie de l'époque. Il y a quelque chose par rapport à l'âge aussi. Un rapport à l'âge, 40 ans, wow, dis-donc qu'il était vieux à 40 ans. Bah lui, il est allé jusqu'à 60, voilà. Donc il y a tout ça. Il y a ce côté justement qui va avec que la vie est courte, à cette période-là encore plus. Voilà. Donc écoutez, pour l'instant, je trouve que ça va. C'est pas un livre qui se lit d'une traite, mais en même temps... C'est pas un livre, je vais pas dire de gros mots, ennuyeux. Voilà, ce n'est pas un livre ennuyeux. C'est parce que c'est rythmé, parce que on est avec un personnage pendant quelques pages, on change après. Et en fait, cette construction, elle est très très intéressante, je trouve. Très intéressante parce qu'on sait qu'à la fin d'un chapitre, il va y avoir un changement, mais on sait pas pourquoi, on sait pas comment. Donc voilà. Donc écoutez, je vais m'arrêter là. Dans ce que je vous dis. Je vous parle et d'un coup je me mets à avoir un coup de barre. Je vous laisse pour pouvoir lire. Tout simplement. À plus tard. Hello. On est mercredi. Je sais pas quelle heure il est. Bah, il est où mon téléphone? Il est là. 17h27. On est mercredi 24 septembre, il est 17h27. Bon, aujourd'hui, c'est pas ça, niveau santé. Je suis un peu prise de là, je suis fatiguée. Voilà. Il fait moche et on n'a pas dépassé les 10 degrés aujourd'hui. En fait, c'est comme si on était passé de l'été à l'automne. Hein. Enfin, vendredi dernier, je suis sortie, j'étais en robe sans collant. Après, je suis allée dans une librairie où ils avaient mis la clim à fond. Mais voilà. Mais ouais, là, je sens que ça... C'est pas ça, puis j'ai mes mains qui sont froides. Voilà. Alors, côté lecture. Enfin non, attendez, avant de commencer, j'ai mis un vlog en ligne ce matin. C'est le vlog quand j'étais, il y a peine une semaine, à Parenthèse Tiny House. Et c'était trop trop bien. Et j'ai des premiers retours. Je vous ai parlé de plein de choses dans le vlog et tout. Notamment le fait de lire beaucoup, ce que ça apporte. Et puis le fait que je faisais des vlogs qui étaient un peu longs et tout. Et pardon. On est dans des vlogs nature. Et merci parce que j'ai des premiers retours là, c'est super gentil en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Enfin voilà, je m'attendais pas du tout à ça. Vous êtes super bienveillants, super gentils sur les vlogs et tout. Et, voilà. Merci. Donc vous aimez bien quand je papote. Merci. Alors. Donc au niveau de mes lectures, de toute façon je vous ai pris hier, hein, je crois que c'est ça. Donc je lis toujours dans mon... En fait je viens de me lever d'ici. Oh mais il est trop beau ce petit coin lecture. Sauf qu'en fait on a l'impression que je suis vraiment collée à tout, mais c'est pas vrai. Je trouve que ça va, j'ai de la place. Le truc qui m'agace c'est juste cette table basse. Et bon bah c'est vrai que le trépied pour la caméra, il n'est pas obligé d'être là. Mais en fait moi quand je suis assise, j'ai vu sur des grands arbres quoi. Enfin... Donc trop bien. Alors j'ai terminé Data sanglante de Jakub Zwamalek chez Métayer.
C'est le tome 2 et il est bien sorti chez Point. Et il est top. Alors encore une fois, j'ai mis 50 000 signets. Alors dans le tome 1, j'ai vidé 2 trucs. Là, je crois que j'en ai un. Non. Ah non, c'est celui-ci. Hop. Ça, c'est mes planches de signets. Et en fait, dans le tome 1, j'ai vidé 2 trucs comme ça. Donc, je l'ai vidé une première fois sur une planche. Puis, j'ai été voir si j'avais pas une autre planche identique. C'est pas le cas. C'était pas le cas, mais j'ai trouvé un verre à peu près identique puisque le premier tome est vert. J'ai vidé un autre truc de verre. Et sur la planche, il y en avait 2 verres. Et j'avais bien commencé l'autre. Voilà. Alors, sachant que des fois, je les utilise juste pour 2. Donc, en fait, quand je dis que j'ai vidé, c'était pas forcément des pleins à chaque fois. C'était pas forcément des neufs, je sais plus trop. Enfin, je crois que la deuxième, si, c'était un truc neuf. Je crois que j'ai enlevé le petit plastique, mais sinon, c'était pas loin, quoi. Enfin, en tout cas, ça vous montre à quel point j'ai relevé des citations parce que c'était assez énorme. Là, j'en ai relevé un petit peu moins et j'ai vidé un truc de bleu complet et j'en ai bien débuté un autre, quoi. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est excellent. Voilà. Et il est très très bien. Il est très bien, il y a de la course-poursuite, il y a du suspense. On a peur pour les personnages. On a Yulita qui est journaliste d'investigation, elle se met en danger, mais pour certaines choses, là ça prend un autre aspect, ça fait... Il y a un côté politique quelque part, parce qu'on va parler d'élections, mais on va parler aussi de fake news, de manipulation du peuple. Et Yulita, elle va voyager, mais sa vie perso va toujours être là avec sa sœur qui s'appelle Magda. En Pologne, il y a des Magda ou des Magdalena. Hein. Donc voilà, ça, c'est chouette. Vraiment, c'est très très chouette. Donc la trilogie du Darknet, tome 2, et j'ai bien hâte de lire le tome 3 qui m'attend. Vous ne le voyez pas, il est là, il me regarde et il me fait vraiment un regard très très alléchant et je lui renvoie la même chose. Mais tu vas attendre un peu, Coco, c'est pas le moment. Donc lui, il est terminé et vraiment lisez cette trilogie si vous l'avez pas fait. Enfin, parce que même si je la découvre super tardivement, c'est trop bien. Voilà, donc hop. Mais le tome 3, c'est pas pour tout de suite. Enfin, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour dans 3 semaines, non, ce sera bien avant, mais c'est pas l'actualité du moment, puisque pour l'instant je suis toujours dans le livre de Carlo Vecchi. Je sais pas si on dit Carlo Vecchi ou Carlo Vecchi, et donc j'ai laissé de côté pour finir Data Sanglante en fait. Je voyais que j'aurais pas l'esprit libéré si je l'avais pas terminé. Donc je continue, j'en suis là, il me reste ça, mais ça représente pas trop de pages, 160 pages quoi. Mais c'est pas 160 pages que je vais lire, enfin le Data Sanglante. En fait, je m'égare encore une fois. Je lis sur mon tapis de marche. J'essaye de marcher davantage parce que je marche vraiment pas quand je suis à la maison et je suis beaucoup à la maison et voilà, et c'est pas bon pour mon corps, c'est pas bon parce que en fait j'aime bien grignoter aussi, je prends du poids, je rentre plus dans mes vêtements et puis globalement voilà, j'ai 40 ans, faire 0 sport c'est pas une excellente idée et il faut pas, enfin j'ai fait un burn-out, vous le savez, et du coup mon corps il s'est écroulé et en fait mon corps j'en prends pas trop soin, enfin je lui donne du sucre, je lui ai donné vachement de sucre avec des bonbons au miel, j'ai réussi à me désintoxiquer des bonbons au miel parce que je crois que c'était vraiment le mot, vu ma réaction quand j'ai arrêté les bonbons au miel, mon dieu j'étais une droguée en manque, et je ne mens pas, vraiment. Si bien qu'en fait je n'ai pas arrêté totalement, j'en ai repris quelques-uns tellement j'étais en manque et je le vivais très mal, et là j'en reprends, là ça allait pas très bien aujourd'hui, j'en ai peut-être pris 5, ouais non peut-être plus, j'exagère, il y en aura peut-être 10 au final de la journée, mais maintenant quand je prends un bonbon au miel je le trouve très 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 sucré, alors qu'avant ça me faisait ni chaud ni froid quoi. Mais voilà, du coup mon corps, je sais que j'y prends pas très très soin, je sais que je mange pas forcément comme il faut, que enfin je peux manger globalement correctement, mais je dis pas non à quelques chips genre Pringles ou des bonbons au miel, voilà. Et en fait j'ai pas envie d'arrêter ça non plus, et voilà, mon corps il s'est écroulé et derrière
enfin, j'aimerais faire les choses un petit peu mieux et c'est pas bien de pas marcher. J'ai pas envie de faire du sport à gogo. Enfin, vous voyez, là, je suis très vite irritée dès que je fais un moindre truc. Donc aujourd'hui, j'ai pas trop fait mon tapis de marche, mais sinon, j'essaye de faire 3 fois 10 minutes de marche. Et puis comme comme je fais ça sur mon tapis de marche, je peux lire en marchant, j'ai pas peur de tomber, de marcher sur quelque chose de sale ou je ne sais quoi, c'est sécurisé. Je mets pas une vitesse trop rapide et tout, donc voilà. Je mets mon casque sur mes oreilles quand je suis sur le tapis de marche parce que ça fait un peu de bruit et j'ai une musique que j'ai découverte dans la playlist de Blood Vipers qui a pile le bon rythme en fait de le livre Blood Vipers qui a été écrit par Dahlia Blake et qu'il faut lire parce qu'il est très bien. Et il y a une chanson qui a pile le rythme de mon tapis de marche et en fait ça me permet d'être concentrée sur ma lecture parce que quelque part la musique va avec les pas que je dois faire, donc ça c'est fait d'un côté puis de l'autre côté j'arrive à lire. Et donc quand je fais mes 10 minutes de marche, je vois que j'ai lu bien plus de 10 pages de Data Sanglante. Je peux pas lire n'importe quoi. Par exemple, là, j'aurais un peu plus de mal à me concentrer. Mais Data Sanglante, je le lis comme ça. Mais c'est vrai, hein, je ne peux pas lire. Je peux lire sur mon tapis de marche, mais je ne peux pas tout lire. Il y a vraiment des livres que je ne peux pas lire parce que ça demande justement certainement un peu plus de concentration. Ce que je ne mesure pas du tout quand je suis dans mon fauteuil et que je lis. Je peux pas dire ah ça demande de la concentration, ça non, ça oui, ça non. Et je vois que je lis plus que 10 pages, je peux lire 15 pages en 10 minutes, quoi. Alors que le sourire de Caterina, je suis pas sur ce rythme-là. Je lis en 10 minutes, je lis moins de 10 pages. Enfin, je sais plus comment j'en étais arrivée à ça. Bref, en tout cas, oui, si, c'est parce que je vous disais qu'il me restait 160 pages et que les 160 pages, on pourrait dire, oh, facile, 160 minutes, c'est bon, quoi, parce que c'est le rythme que j'ai en moyenne, mais c'est une moyenne. C'est une moyenne entre des livres où je lis plus vite. C'est écrit gros, je trouve. Enfin, vous voyez, en plus il y a des dialogues, donc ça s'explique aussi comme ça. Là, ce sont des pages qui sont plus denses quelque part. Mais au début, ça m'avait fait cette impression, puis en fait, on s'y habitue parce que franchement, j'ai pas de soucis. Et avec ça, et ça continue d'être passionnant. On continue d'être entre Florence et Venise. Et en fait, je réfléchissais à ça tout à l'heure. En fait, quand j'étais étudiante, j'ai découvert les fractales parce que mon mari avait fait un exposé dessus et ça me faisait penser aux fractales. Mais sinon, le fait d'avoir, vous voyez, un côté de, on a une branche qui elle-même a d'autres branches, enfin une fougère c'est une fractale en fait, au niveau de la forme, vous voyez, ça se démultiplie à l'infini sous différentes formes. Je sais pas si c'est la définition exacte, mais sinon on peut imaginer une sorte de fleur en fait. Et chaque chapitre, c'est enfin une fleur toute simple qu'on va dessiner avec un rond au milieu et puis des pétales autour. Et en fait, on va imaginer que le rond au milieu, j'espère que je vais pas vous perdre. Le rond au milieu, c'est Caterina. C'est la vie de Caterina. Donc moi, j'avance petit à petit dans la vie de Caterina. Et chaque pétale, comme ça, c'est un chapitre et c'est la vie de quelqu'un d'autre. Et dans la vie de quelqu'un d'autre, on aura Caterina qui aura fait un petit bout de chemin avec. Et ensuite, on passe à un autre chapitre, on voit la vie de quelqu'un et on a un petit bout de chemin. Et en fait, c'est même ça. Je vous assure, ne me prenez pas pour une folle. Il y a aussi une histoire de distance, en fait, si vous voulez. Je suis prête à vous faire un dessin. Oh là là. On se rappellera de cette séquence mémorable. Au moment où j'ai voulu vous faire un dessin de ce que je comprenais, de comment je résumerais la construction de ce livre. Non mais je vous assure, la construction, elle est géniale. Et bien sûr qu'il y a d'autres choses, c'est passionnant et tout, mais la construction de ce livre, elle est géniale. Allez, on va faire un petit dessin. Non. Oh la vache, franchement, ça devient n'importe quoi. Mes vlogs deviennent n'importe quoi. Vous croyez franchement, c'est une bonne idée d'avoir changé de vie alors que je vous propose des vlogs bizarres. Mince, mon stylo il marche pas. Sur quoi je peux m'appuyer? Sur le livre, mais j'ai peur que ça fasse des marques. Ah, je suis bloquée. C'est bon. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Je vais vous déplacer pour que vous puissiez voir ce que je fais. Je vous assure que vraiment, je vais bien, hein. Vous êtes là. Je vous assure que je suis en pleine possession de mes moyens. Donc, le sourire de Caterina. Comment on va schématiser ça? La construction. Donc, en fait, on a, eh bien, le chapitre 1, qui fait genre ça. Où là, on a la vie de
Attendez, on va réussir à trouver. On commence par Yakov. Voilà. Donc ça, c'est la vie de Yakov. Et c'est le papa de Katerina. Et en fait, eh bien, pendant cette vie de Yakov, eh bien, on a la vie de Katerina comme ça. Et en fait, dans ce chapitre, on voit bien plus de la vie de Yakov que de la vie de Katerina. Parce qu'en fait, Yakov va nous parler de son passé aussi. Et on va avoir un peu de son présent. Alors que Katerina, on va avoir que son présent. Et puis ensuite, on va avoir le chapitre 2. Je sais plus qui c'est. Voilà, comme ça, où on va avoir la vie, toute la vie du deuxième personnage. Et on continue avec un petit bout de la vie de Katerina. Et c'était ça que je voulais vous dire au niveau des distances. C'est qu'en fait, on voit bien que là, la distance, elle est bien plus longue qu'ici. Mais ça paraît logique parce que ici on a bien plus de la vie du personnage que de la vie de Katerina. Et en fait on continue comme ça, et donc à la fin ça va nous donner une sorte de truc comme ça, avec des pétales quoi. Et on en arrive à faire un dessin digne de petite section de maternelle. Hop. Mais en fait je crois avoir vu qui serait concerné par le dernier chapitre. Donc, c'est pas tout à fait ça. Voilà. Oh, oh, c'est trop bien. J'ai fait un dessin de bébé. Hop, voilà. J'ai fait un dessin de bébé dans un vlog lecture. Donc, voilà. Pour moi, la construction, c'est ça. Mais sinon, c'est passionnant. Et sinon, il y a des trucs qui sont vachement plus adultes. Et non, mais c'est passionnant. Il y a... c'est passionnant parce que c'est assez profond puisque on n'a pas de dialogue, on est vraiment dans la tête des personnages et on va voir de la bienveillance aussi pour beaucoup des personnages que j'ai rencontrés jusqu'à présent à l'égard de Katerina, avec un côté de ok, c'est une esclave. Mais en fait, elle est pas considérée comme ça et on voit ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils ont pas le droit de faire. Enfin, il y a un côté de aussi de réputation qui est entre guillemets et enfin bref, il y a plein de choses. Et puis je continue entre Venise et Florence. Donc là hier dans un des passages que j'ai lus, on a parlé du Ponte Vecchio, on a parlé de la Santa Maria, attendez, j'ai un doute. Ah, pour faire des petits dessins de fleurs, il y a du monde, hein, mais quand il s'agit de retrouver le nom d'une des églises qu'il y a à Florence, il n'y a plus personne. Je crois que c'est Santa Maria Croce, mais j'ai un petit bug. Mais oui. Ah, c'est pas vrai. Bon, je recommence. Il me demande de m'identifier pour faire une recherche Google. Génial. Ah si, c'est ça. C'est la basilique Santa Croce. Attendez, je regarde les images, mais si, c'est ça. En fait, on y est allé là, cet été. On y est allé parce que moi, j'en avais des bons souvenirs de... Enfin, en fait, ça faisait la 3e fois qu'on allait à Florence cet été. La première fois, c'était à mes 25 ans. La 2e fois, c'était il y a 2 ans, et donc cet été. Et bah, il y a 2 ans, on avait fait des trucs et tout, mais on n'avait pas tout fait. Et puis là, au bout d'un moment, on avait fait pas mal de choses dans Florence cet été. Et je voulais revoir, en fait, cette église parce que j'en avais vraiment des bons souvenirs. Parce qu'en fait, comment je peux faire pour que vous voyez bien cette basilique? Ouais, voilà. Et en fait, elle a vraiment cette magnifique façade, vous voyez, qui pour moi est un petit peu la marque de fabrique de Florence. Et donc c'est la Santa Croce, la basilique di Santa Croce. Et est-ce qu'elle est sur la piazza? Il n'y a pas piazza... Ah non, piazza di Santa Croce. Ok. Bon bah voilà, bref, en tout cas on nous parle de plein de trucs et de plein d'endroits, mais pas du tout à notre époque. Et donc voilà, c'est vraiment intéressant de voir ça.
J'ai plus de mots. Voilà. C'est intéressant de voir ça. Je trouve ça, non mais je trouve la construction passionnante. Et je vous dis, d'être comme ça dans la tête des personnages. Alors après, c'est pas du tout notre époque, hein, donc vraiment, comme je vous disais, il y a un rapport à l'âge. Aussi, quand est-ce qu'une femme se marie, il y a un côté où il y a des couples avec des âges très éloignés qui maintenant enfin, ouais, il y aurait beaucoup de critiques sur ça, quoi. Donc voilà. Non mais c'est bien, c'est très bien. Et puis bah c'est tout. C'est tout pour l'instant. C'est tout pour l'instant. Et puis je commencerai peut-être un autre livre que vous avez peut-être vu sur la table tout à l'heure, mais je le commencerai mais dans un autre vlog. Voilà, je vous expliquerai tout ça. Bon bah voilà, à plus tard. Et ce livre est mon premier roman. Je l'ai écrit, je ne sais pas comment, et après la découverte d'un document. Bien que j'étudie depuis beaucoup d'années la Renaissance, la civilisation de la Renaissance, la vie et l'œuvre de Léonard de Vinci. Non? Et les questions que je me faisais en tant que savant, que spécialiste, non? Était la première question: qui est vraiment Léonard de Vinci? Non? Et il y a toutes les réponses qu'on trouve dans l'imaginaire contemporain, un amateur, un artiste, un philosophe, un visionnaire, un prophète, non? Un précurseur, etc., etc. Et moi, j'ai toujours préféré dire un homme. Léonard de Vinci était un homme universel. Qu'est-ce que signifie universel? À l'époque de Dante et de Léonard, ça signifiait la capacité d'avoir une dimension universelle dans son activité, dans la recherche, dans l'activité intellectuelle et artistique. Léonard était un homme universel, ce qui est symbolisé dans le célèbre dessin de l'homme vitruvien. Et cette recherche qui est témoignée d'abord, pas seulement par la peinture, par les tableaux peints par les mains, mais surtout par ces manuscrits, les codes des manuscrits. Et c'est une œuvre immense, un labyrinthe d'images et de paroles, d'une modernité extraordinaire. Non? Et ça, le mot labyrinthe a été utilisé pour la première fois par Paul Valéry dans l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci. Mais on peut aussi l'appeler une immense œuvre ouverte, opera aperta. Et ça, c'est la définition de Umberto Eco, non? Extraordinaire. De la campagne de Vinci, non? La petite campagne, dans le petit pays, le petit village près de Florence, un petit bâtard, un fils illégitime d'un notaire florentin et d'une femme inconnue nommée Caterina, non? Soit devenu le Léonard de Vinci que nous connaissons. D'où vient son extraordinaire esprit de liberté, si présent dans la vie de l'œuvre, et qui est aussi extraordinaire à comparaison des autres, non? À différence des autres artistes et intellectuels de la même époque. Et n'oublions pas que le mot liberté était le mot-clé de la dernière grande exposition Léonard de Vinci au Louvre en l'an 19. C'était le mot choisi par Vincent de Louvain et Louis Franck pour cette exposition. Quelles sont véritablement les origines du génie et de cette immense soif de savoir? Que signifie être universel, non seulement dans le travail artistique et intellectuel,
mais aussi dans la vie. Non? Et c'était des réponses, des questions, et moi aussi, après tant d'années d'études, ces questions restaient sans réponse. Jusqu'au jour, il y a 7 ou 8 ans, j'étais dans l'archive de Florence, que j'ai commencé à lire ce document. Et j'étais en train de vérifier tous les documents de la vie de Leonardo. Non, j'étais en train d'aboutir le projet sur la bibliothèque, la reconstruction de la bibliothèque de Leonardo, un travail passionnant. Et voilà, un jour, j'avais devant moi l'acte d'affranchissement d'une Caterina, fille de Jacob et esclave circassienne. Et la chose extraordinaire, c'est que le document est de la main de Piero da Vinci, le notaire qui est le père de Leonardo. C'est lui-même qui va écrire, c'est l'écriture de Piero, le père de Leonardo. Ici, il y a la partie du document dans laquelle il y a les mots Caterina, figlia Jacobi, Caterina, fille de Jacob, esclave ou servante circassienne. Et on est, l'année est 1452, c'est juste l'année de la naissance de Leonardo, et 6 mois après la naissance de l'enfant, quelques jours avant la grande fête de Saint Léonard. Non? Et personne n'avait jamais remarqué, moi non plus, non, que le nom Léonard de l'enfant est étroitement lié à la figure de Saint Léonard, qui dans la religiosité populaire du Moyen-Âge était un symbole de liberté. Saint Léonard de Limoges était le saint qui faisait le miracle de rompre les chaînes des esclaves et des prisonnières. C'était un symbole de liberté. Donner le nom Léonard à un petit enfant au Moyen-Âge était très souvent lié à cette idée de liberté ou de libération. Non? Et le nom Léonard, non. Ça, c'était la raison. C'est étonnant que personne, dans les derniers 5 siècles, n'avait jamais songé à expliquer pourquoi Léonard s'appelle Léonard. Ça signifie liberté. Non? Et ça, c'est très beau. Mais aussi, il y a presque tout dans ce document. Il y a le nom de Caterina, il y a le nom de son père, il y a aussi le nom de sa maîtresse, une femme florentine nommée Ginevra, il y a le nom du mari de Ginevra, il y a l'habitation de Ginevra et de Donato, le mari de Ginevra, dans laquelle aussi Caterina vivait. Non? Il y a beaucoup d'informations et bien sûr il ne manque qu'une chose, il n'y a pas le nom de Léonard dans ce document. Bien sûr, non, mais c'est évident. Dans ces lignes, Piero, le notaire, ne pouvait pas écrire que Caterina était la femme qu'il avait aimée et que l'enfant était le fruit de cette relation amoureuse, parce que selon la loi florentine, cette relation était un crime contre la propriété privée. Caterina était une esclave, était un objet, pas une personne, non, était un objet propriété de Monna Ginevra. Des confines du monde, des autres terres du Caucase, a traversé la Méditerranée, la mer Noire, a été vendu à Constantinople, après à Venise et après encore à Florence. Et un voyage merveilleux, mais aussi un voyage
une histoire de souffrance. Ce n'est pas un voyage de plaisir, ce n'est pas un grand bateau de crociera, costa, crociera, c'était un bateau d'esclaves. Il est arrivé en Italie, peut-être en Chine, et une histoire basée sur l'esclavage et l'exploitation du travail humain. Et aussi, c'est une histoire qui m'a changé beaucoup l'interprétation de la vie de Léonard de Vinci. Ici, nous avons les étapes du voyage de Caterina, dans ce tableau de Carpaccio. C'est un navire vénitien. Constantinople, juste à la veille de la conquête turque, l'arrivée à Venise et enfin Florence. L'histoire de l'esclavage et l'interprétation de la vie de Léonard de Vinci qui va changer, ou au mieux va s'expliquer mieux, parce qu'on connaissait déjà dans l'œuvre de Léonard beaucoup qui restait inexpliqué, énigmatique. D'où venait son génie, l'esprit de liberté, l'amour de la nature. C'était des choses qui étaient très différentes des autres artistes de la Renaissance. On ne trouve pas cet amour de la nature, des animaux, dans les autres artistes du 400. Et tout à coup, il était clair que tout ça venait de sa mère, venait de Caterina. C'est un peu l'héritage de Caterina. La liberté absolue de chercher la vérité, la beauté dans la nature, au-delà de toute contrainte, frontière, préjugé moral ou social. L'amour pour la nature aussi est mère, comme Caterina, et pour la vie sous toutes ses formes. L'amour pour les animaux, les chevaux, les oiseaux, etc. Et encore la disposition à l'imagination créatrice, au dessin comme forme mentale d'intelligence de la réalité et de la communication. Et j'étais fermé dans mon studio chez moi, ma femme avait été un peu enragée, je ne sortais jamais, j'étais avec Caterina, c'était un peu... Et alors, maintenant, j'ai la tendance à voir Caterina partout, dans tous les tableaux de Léonard de Vinci, je vois un peu de Caterina. Ce ne sont pas des portraits, attention, il y avait beaucoup de journalistes il y a 2 ans, quand le livre était paru en Italie, qui me demandaient, mais alors la Joconde de Caterina? Non, attends, la Joconde est Mona Lisa Gherardini, c'est une femme florentine. Mais Léonard cachait, je crois que Léonard cachait dans chacune de ces figures féminines des évocations, des échos de Caterina. La main, les yeux, le sourire. Il y avait des échos qui étaient seulement lui, et seulement lui pouvait les reconnaître, qui étaient dans les tableaux. Et un peu, ça, ce sont les mystères, les énigmes, les mystères à la Del Bravo. Ça, ce sont les vrais mystères, cachés des échos de sa mère, dans tous ces tableaux. Dans l'Annonciation, c'est la mère. Et vous avez remarqué que dans la peinture de Léonard de Vinci, quel est le sujet dominant? Et la femme. Sont presque tous des tableaux avec des femmes. Et ces femmes sont presque toujours des mères. Il y a presque toujours des mères avec des enfants. Même ici, c'est la Vierge qui a juste reçu l'annonce
non, qu'elle va devenir, et selon la tradition catholique, non, exactement dans ce moment, elle sent quelque chose. Non, il y a l'enfant. Et les premiers tableaux de Léonard jeune à Florence, ils sont tous des représentations de la Vierge avec l'enfant. Et c'est toujours l'enfant nu qui joue avec une fleur, des objets, non, et qui a cette relation d'amour avec la mère. Et encore dans le dessin, non? Ici, c'est l'enfant qui joue avec un chat, la Madonna del gatto. Il y a toujours cette représentation, non? Et dans la l'adoration des mages, il y a une mère qui a l'orgueil de présenter son fils à l'adoration des rois, non? Et de l'humanité. Dans la Vierge aux Rochères, la mère qui essaie de protéger son enfant des dangers de la vie, non? Guidée par l'ange du chemin. Dans la Sainte-Anne, la mère qui se double, non? Ce sont deux mères, non? Presque semblables. Dans la Scapigliata aussi, dans la Leda, une mère, la mère miraculeuse de la mythologie classique qui a fait l'amour avec un dieu, Jupiter, non? Il a engendré ses 4 enfants. Et enfin, la Joconde, qui est aussi une mère, qui sourit, non? De l'harmonie du cosmos, de l'univers. Parce qu'ils n'ont pas appris à faire autrement. Soit on en fait notre identité, par exemple, j'ai été licencié, ou on m'a quitté, etc. Donc je ne suis plus aimable, on se débarrasse de moi, que ce soit un licenciement, que ce soit une rupture sentimentale, je ne suis plus aimable au sens de pouvoir être aimé. Or, toute notre vie, depuis notre naissance, on l'a construit pour aimer et être aimé. Toute notre vie, c'est aimer et être aimé. C'est le seul leitmotiv qu'on a dans la vie. On veut gagner de l'argent pour aimer et être aimé, on veut être marié pour être aimé et être aimé, on veut avoir des enfants, enfin, on veut travailler, on veut réussir, etc. Uniquement pour aimer et être aimé. Donc, quand à un moment dans notre vie, il y a ce mur qui arrive, qui est « oups », on m'aime plus, et notre cerveau, notre caniche aussi, hein, notre système de défense, nous raconte qu'une personne ne nous aime plus, et c'est les 7 milliards qui nous aiment plus. Parce que c'est ça qui est dramatique, c'est qu'on a un focus tel qu'à un moment, on a l'impression que c'est les 7 milliards et qu'on ne sera plus jamais aimé de personne. Or, comme c'est notre leitmotiv, mais qu'est-ce qui se passe? Toute la confiance que tu as donnée à quelqu'un, à ton patron, à ton mari, c'est que d'un coup, plus jamais tu pourras donner ta confiance. Heureusement, ça c'est fou. Donc, la première étape, c'est déjà d'accepter le temps. D'accepter que là, j'ai mal. Et j'ai très mal. C'est d'accepter même les souffrances physiques que je peux ressentir. Parce que y a un anéantissement, il y a plus d'énergie, il y a plus l'envie de rien en plus. Ça peut être même plus l'envie d'aller travailler, plus l'envie d'aller faire quelque chose que j'aime, comme être influenceuse par exemple. Il n'y a plus d'envie, il y a un peu comme une espèce de vide, de dépression, de tout ce qu'on veut. Et je ne noircis pas le tableau parce qu'on peut tous vivre ça à n'importe quel moment. Et c'est pas parce qu'on est dépressif, c'est parce qu'à un moment, il y a un gouffre. Et il faut accepter cette période-là. Une fois qu'on a accepté cette période-là, et parfois ça vaut le coup de se faire même des fois aider, hein, pourquoi pas aider un temps, juste pour passer cette courbe du deuil. C'est quoi la courbe du deuil? C'est le mur, et puis après, non, c'est pas possible, je vais renégocier avec, non, attends, on va s'expliquer, enfin bon, ça va trop vite, et puis des allers-retours comme ça, puis la colère, puis la tristesse, puis je reviens à la colère, etc., jusqu'au moment où je peux remonter, et je peux redevenir moi. Donc tant qu'il n'y a pas ce passage-là, de toute façon, physiquement, on ne peut pas passer ça. Parce que si on fait une courbe du deuil qui est « je suis là, je me prends le mur et oh, c'est pas grave, un de perdu, 10 de retrouvé, c'est bien », sauf que ça ne fonctionne pas comme ça et à un moment, ça nous rattrape. Donc ce temps-là, il est nécessaire. Dans le 1% de cas, moi je dis toujours, c'est beaucoup plus facile quand quelqu'un nous tient la main, de se faire aider. Se faire aider, c'est pas se dire « je suis malade », c'est juste, il y a des outils qui permettent d'avancer plus vite et puis de ne pas rester dans cette souffrance parce qu'on peut rester longtemps dans cette souffrance. Pourquoi? Parce que derrière, on va rechercher
enfin notre corps a des mémoires, et si par exemple à un moment dans ton enfance tu t'es senti abandonné, ça peut être une fraction de seconde, bah, tout ça remonte un peu en boomerang, donc c'est dur. Mais quoi qu'il arrive, on en sort, toujours. On va dire juste une chose quand même. Quand on est face à des jeunes, j'ai rencontré Louise effectivement sur son podcast, mais c'était le jour aussi de l'anniversaire de son podcast. Et Louise, elle a à cœur, et c'est pour ça que je suis très honorée de l'avoir avec moi ce soir, elle a à cœur de son tout jeune âge quand même, hein, je ne vais pas dire ton âge, je ne le connais pas, mais tout jeune âge quand même, par rapport à moi, de faire un monde meilleur, de mettre toute son énergie avec toutes les peurs qu'on peut avoir et d'oser. Et quand les nouvelles générations commencent à oser, là où moi j'ai eu un peu plus de mal au départ, et puis il a fallu des événements douloureux pour me coller des gifles, et puis voir les choses autrement, ben, je me dis qu'on a de l'avenir sur cette terre. Bon, ça fait plaisir. Hello, je vous retrouve, on est vendredi, j'ai l'impression que ça fait à peu près 150 ans que je ne vous ai pas pris, et j'ai l'impression que ça fait 150 ans que j'ai fait plein de trucs, et que voilà. Et là c'est censé se calmer un petit peu, mais forcément comme j'étais pas là ces derniers temps, je rentre, et enfin on est vendredi 26, il est 14h, donc je suis rentrée il y a 1 heure. Non, il y a 1 heure, j'étais encore à la pizzeria pour prendre ma petite pizza emportée là du vendredi, mon petit rituel depuis que j'ai quitté mon travail de salarié. Voilà, ça faisait partie des petites récompenses que j'avais dit que je me ferais quand ça allait pas du tout dans mon travail. Je m'étais dit, allez, tu tiens parce que après tu t'offriras des choses. Donc tu t'offriras un petit moment pour aller chercher une pizza à une pizzeria. Tu t'offriras un petit moment de coloriage, et etc., etc. Bon, le petit moment de coloriage, malheureusement, je me l'offre pas assez en ce moment, mais ça, enfin voilà, c'est dense. Et là, il y a un côté où ça s'arrête parce que je vais pas courir quelque part, je ne sais où. Mais je perds mes mots, mais faut que, enfin, c'est pas parce que je suis à la maison que j'ai rien à faire, j'ai plein de trucs à rattraper, et du coup ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé. Mercredi, j'allais dire vendredi quand même pas, mercredi je pense. Alors, si je reprends, parce qu'en fait, ouais c'était dense, mais c'était trop bien, c'était juste trop bien. Alors, hier, on était jeudi, hier matin j'étais à Paris, au centre culturel italien, ah non mais... attendez, est-ce que je vous dis ça d'abord ou... Ouais, bah les deux vont se mêler, parce qu'en fait je vous ai pas parlé de mes lectures, et en fait j'ai terminé Le sourire de Caterina de Carlo Vecchi, que j'ai justement rencontré jeudi matin au centre culturel italien à Paris, lors d'une conférence pour les journalistes qui était animée par son éditrice française. Donc je l'ai terminé mercredi soir. D'ailleurs il y a un autre livre que j'ai... Oh mon dieu. Ah c'est fouillis, c'est fouillis. Mince, on voit un bout de carton là, c'est pas beau. Ouais, il y a du bazar, en plus c'est du bazar, il y a du bazar. Bon, donc, non mais attendez, je recommence. Donc j'ai terminé Le sourire de Caterina. Mercredi. Je sais plus combien de pages il me restait quand je vous ai laissé. Donc très très bien. Il y a cette histoire de construction en fleurs machin. Et les 2 derniers chapitres sont particuliers. Mais je ne vous dirai pas pourquoi. Ce sont 2 petites cerises sur le gâteau, si vous voulez. Et voilà, donc passionnant, hyper intéressant, enfin vraiment, enfin génial quoi. C'est un livre qui a été très intelligemment écrit et très intelligemment construit. Et voilà, moi qui adore Léonard de Vinci depuis le CM1, et ben avoir des explications sur sa mère et tout ça, enfin c'était passionnant. Et donc le lendemain, j'étais au centre culturel italien où Carlo Vecchi faisait une conférence comme je vous disais, et donc interviewé par son éditrice française, mais on a eu une longue présentation, si vous voulez, du livre, des recherches qu'il a pu faire. Et enfin, je pense que si je vous dis, voilà, on a une longue présentation d'un historien, comme ça fait pas rêver. Ouais, mais en même temps, l'historien c'est Carlo Vecchi, c'est un spécialiste total de Léonard de Vinci, et il avait préparé des slides, et en fait il faisait sa conférence en français, enfin chapeau parce qu'il parlait super bien français, il faisait sa conférence en français en nous montrant au fur et à mesure. Et donc il nous a expliqué, mais là je vous ai mis pas mal de bouts de vidéo, alors ça a été peut-être un peu long, mais franchement, enfin,
là, ce que j'ai filmé, c'est long par rapport à ce que je filme habituellement, mais je ne vous ai filmé que ça. C'est un petit extrait de tout ce qu'on a entendu qui était passionnant. Et donc, en fait, il expliquait que Caterina, c'est la mère de Léonard de Vinci, parce qu'on voit dans les écrits de Léonard de Vinci qui parlent beaucoup de Caterina, etc., etc. Voilà. À ce niveau-là, les spécialistes sont d'accord pour dire que la mère de Léonard de Vinci s'appelle Caterina. Et donc, Carlo Vecce est tombé sur l'acte d'affranchissement de Caterina, donc qui grâce à l'acte qui fait qu'elle n'était plus esclave, signé par Piero da Vinci. Oh, le père de Leonardo da Vinci. Eh oui. Donc en fait, il est tombé sur ça et il a trouvé dans un autre écrit de l'un des personnages qui sont dans le livre, parce que tous les personnages, donc je vous ai dit, un chapitre, un personnage, des gens qui ont croisé la vie de Caterina, ce sont des gens qui ont réellement existé. Et donc, il a trouvé dans un autre écrit la preuve de... comment dire ? Disons qu'il avait l'acte d'affranchissement qui a été validé parce que mentionné ailleurs dans un autre écrit d'un des personnages. Donc voilà, c'est vrai que le travail d'historien comme ça, c'est un côté très très enquête en fait, et donc hyper intéressant. Donc en fait, il a mis la main sur la mère de Léonard de Vinci, et donc pour lui c'est en fait il est fasciné par Léonard de Vinci, par le génie, mais aussi par l'homme, et donc un homme s'explique aussi par sa mère, et quand je dis ça fait un homme il s'explique par sa mère, non mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que quelque part il voulait mieux connaître Léonard de Vinci à travers sa mère, mais c'est pas un livre sur Léonard de Vinci, c'est un livre sur Caterina. Et donc ça c'est vraiment important, et Caterina qui l'a fasciné lui aussi. On voit qu'elle déclenche quelque chose à travers les personnes qu'elle croise. Bon, alors bien sûr qu'il y a à la fois de l'histoire dans ce livre, il y a à la fois des vraies choses et il y a à la fois des choses qui ont été inventées. Lui, son travail d'écrivain a été de combler les lacunes, donc c'est un mélange de réel et de fiction. Et donc la Caterina qu'il a inventée, Caterina existe, mais il a derrière enjolivé certaines choses, ou en même temps non, on peut pas dire qu'il a enjolivé certaines choses par rapport à la réalité, il n'avait pas la réalité, mais bon, c'est comme ça que lui il imaginait ça en fait. Après il a des traces, des preuves que Caterina, à la fin de sa vie, elle est allée voir Leonardo da Vinci à Milan. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qui sont où il nous a montré aussi toute une carte en fait de l'époque pour montrer de Constantinople à Venise, marché des esclaves, et un côté très migrant aussi, hein, parce que Caterina peut être considérée aussi comme ça. Passionnant, je vous ferai jamais aussi bien que je résumerai jamais aussi bien que ce qu'il a pu dire, franchement, mais c'était captivant. Moi, j'aurais pu rester comme ça, assise pendant des heures à l'écouter, parce que c'était hyper vivant. Il a un truc, vraiment, cet auteur qui m'a été confirmé ce matin, parce que je l'ai revu ce matin pour quelque chose que je vous dirai bientôt. Vous le verrez peut-être pas en vlog, mais plutôt sur mon compte Instagram ou dans la partie des shorts sur YouTube. Il a quelque chose en fait. Il a vraiment quelque chose. C'est-à-dire qu'il peut tenir longtemps en monologue à parler de Caterina, de Léonard de Vinci, et il peut faire des messages très courts avec des petites punchlines, avec des petits suspens. C'est à la fois un historien et à la fois un écrivain de fiction très bon, et voilà, c'est assez bluffant. Donc j'ai déjà vraiment un truc avec ce livre, parce que voilà, ça touche mon peintre préféré, et même si
ce livre n'aurait pas d'intérêt si on parlait pas de la mère de Léonard de Vinci. Mais on parle de la mère de Léonard de Vinci, on parle pas de Léonard de Vinci. Donc voilà, faut remettre juste ça dans le contexte. Donc je vais pas dire ouais, j'ai adoré ce roman sur Léonard de Vinci. Ben non, c'est pas tout à fait ça, c'est un roman sur la mère de Léonard de Vinci. Mais c'est passionnant, c'est vraiment écrit de façon très intéressante et il a fait en sorte que ce soit pas rébarbatif. On n'est pas sur des faits tout le temps énumérés sans lien. Non, c'est bien écrit, c'est bien amené. Vraiment, le livre était très bien et d'avoir vu l'auteur, ça ajoute vraiment quelque chose, quoi. Voilà. donc ça c'était ma lecture de mercredi soir et ma sortie de jeudi matin, d'hier matin et de ce matin. Voilà, donc ce matin c'était chez les éditions Seuil. Ensuite, hier en fin de journée, j'ai été invitée par l'agence des mots, qui est l'agence qui est dirigée entre autres par Audrey du compte Instagram de la chaîne YouTube Le Souffle des mots. Et j'ai été invitée à une soirée autour de Maud Ankawa. Maud Ankawa qui est notamment l'autrice de Kilomètre Zéro, entre autres. La soirée a été organisée en plusieurs parties. En fait, on avait un échange au début, un échange VIP avec Maud Ankawa, avec 9 autres créatrices de contenu. Et puis après, on a assisté à l'enregistrement d'un podcast avec Louise Aubéry. Et puis voilà. Et puis après, les gens qui étaient présents là, mais pas en VIP, avaient un moment de dédicace que nous on a fait avant. C'était incroyable en fait, mais j'ai l'impression de vous dire que ça. Là, je pense que vous êtes en train de vous dire, mais elle est tout le temps en vadrouille, elle dit que c'est tout le temps bien. Ouais, en fait, c'est tout le temps bien. Je suis tombée sur quelqu'un à un moment, voilà, ces derniers jours, qui m'a dit, enfin pas forcément, enfin que je connaissais pas, bon bref, et qui me dit, oui, bon en fait, du coup, t'as le temps, tu vas à tous les événements où on t'invite. Bah alors le temps je le vois pas comme ça, mais bon ça c'est autre chose, enfin bon, ça c'est compliqué, enfin puis je vais pas expliquer ici en quoi, enfin bon après soit vous le voyez et vous comprenez ce que je fais et comment je m'organise, soit c'est compliqué, mais l'objectif est pas de vous convaincre à quel point je travaille, parce que ça je pense que c'est même pas une histoire de fait, c'est une histoire de croyance, bon voilà. Je pense que certains sur la création de contenu sont un peu dans les croyances quelque part, donc c'est pas ça le sujet, mais c'est que en fait les événements, mais en fait non, je vais pas du tout à tout, je choisis et je dis plus non que oui, et là, enfin je trouve que c'est incroyable les événements que j'ai en ce moment, ils sont enfin rempli d'émotions. En fait, c'est plus que enfin là, mais je pense à Carlo Vecce, Maud Ankawa, ce que j'ai vécu avec Julien Sandrel, enfin autour du livre de Julien Sandrel et après quand j'ai vu, enfin ça fait référence au vlog précédent avec Dahlia Blake, et dans le vlog encore d'avant, il y avait un événement à parenthèse Tiny House, enfin à chaque fois, ce sont à la fois des événements littéraires qui sont très forts, très puissants et tout, mais je trouve que ça m'apporte même quelque chose à moi, en fait. Là, Carlo Vecce, ça a parlé à la moi de CM1 qui avait fait un exposé sur la Joconde, enfin sur Léonard de Vinci, qui du coup, j'ai découvert la Joconde à ce moment-là, et dans la foulée, avec mes parents, mon frère et ma sœur, on est allés au musée du Louvre, et on a vu la Joconde, quoi. Et c'est la première fois que je voyais la Joconde, et ça, je m'en rappellerai tout le temps, en fait. Bien sûr que je l'ai vu d'autres fois depuis, mais ça a parlé à la moi de CM1, parenthèse Tiny House, j'étais dans la nature, j'ai dormi dans la forêt. La reading party Julien Sandrel, on était 12 influenceuses enfermées dans une sorte de petit appartement pendant une journée, et c'était fabuleux. Et là, l'échange avec Maud Ankawa, il était mais incroyable en fait, incroyable. Et en fait, ça parle à la moi de maintenant, alors que si j'avais eu le même événement il y a 2 ans, je l'aurais pas vécu de la même façon. Parce qu'entre-temps, j'ai vécu un burn-out. donc en fait, c'était pas pareil. On a été extrêmement gâtés par les éditions Erol avec un très joli tote bag.
Et puis bon, des petites choses, mais notamment son livre. Parce que si on était là, c'était pour la sortie de son livre, ces questions que tout le monde se pose, qui est très beau. Déjà, hop, écartonné. En plus, il est dédicacé. Et si je vous montre, les pages, elles sont glacées. Partie 1, s'aimer. Pourquoi est-ce si difficile de s'aimer? Donc voilà, vous voyez, c'est assez bien présenté parce que ça fait pas roman sans dialogue. Et puis après, voilà, on a des illustrations de ce style-là. Donc c'est vraiment très très beau, quoi. Et là, enfin, du coup, l'échange il était très intéressant parce que lors de la première partie, l'idée était que nous, un peu en lien avec un podcast qu'elle peut faire, on devait venir avec une question. Et puis voilà, elle allait nous répondre en fait. Et ça a été troublant comment troublant à quel point elle visait juste. Voilà. Et même dans tout ce qu'elle a dit, en fait, il y a un côté de... quand on se lance dans un projet, on a parfois peur du regard des autres. Mais il faut admettre que... il y aura forcément des gens qui ne nous aimeront pas. Mais même si on n'est pas authentique, en fait, même si on change de personnalité pour plaire, en fait, il y aura toujours des gens qui nous aimeront pas. Donc autant rester soi-même. Et ça, je suis tellement d'accord. Et ça, enfin, c'est quand même, ça fait écho à plusieurs choses. On préfère être apprécié pour ce qu'on a, et tant pis s'il y a des gens qui nous apprécient pas. Mais en fait, quoi qu'il en soit, il y aura toujours des gens qui nous apprécieront pas. Toujours. Alors après, ces gens-là sont plus ou moins virulents, plus ou moins avec des mauvaises intentions, plus ou moins obnubilés par leur détestation pour nous-mêmes. Bon, écoutez, c'est parfois la vie des réseaux. Mais voilà, on plaît ou on plaît pas, quoi. Et puis ça, c'est pas grave. Donc c'était intéressant parce que, alors moi c'était pas ma question, mais c'était la question de quelqu'un d'autre, et je trouve que, enfin moi ça répondait à, pas directement, mais indirectement à une question que je me posais sur un projet où j'avais quelques craintes, et en même temps, quand elle a dit ça, je me suis dit, mais en fait, les craintes, c'est ça. Donc, on s'en fout. En fait, en fin de compte, j'étais pas en train de me dire, non, je vais pas faire mon projet parce qu'on va pas m'aimer. Non, c'était pas exprimé comme ça. Mais, en fait, je me suis dit qu'on pouvait le voir quand même de cette façon-là. Et que du coup c'est pas grave, on s'en fout et on y va. Donc voilà, moi j'avais plutôt des questions sur le corps et l'esprit. Quand on a notre esprit qui est waouh, ça va trop bien, tu vas faire plein de choses, et notre corps qui écoute, ça fait 2 jours que tu sors, t'en peux plus. Et on fait quoi? On écoute qui a raison? Notre esprit qui est wow, allez, ça va aller, c'est trop bien, tout se passe bien, et puis notre corps qui s'écroule, c'est pas facile. Voilà. Donc bon, c'est un sujet qui continue à m'intéresser parce que même si je pense que ça va mieux, vous êtes beaucoup à me dire que ça se voit, enfin dans les vlogs et tout, que ça va, donc je pense que ça doit se voir globalement. Moi je prends pas de recul sur moi-même régulièrement pour ça, mais en tout cas je me sens mieux. Voilà, je me sens mieux, je sais que rien n'est jamais acquis. Ça se trouve, au moment où vous regarderez la vidéo, je serai écroulée au fond de mon lit, on sait jamais. Et puis alors moi j'ai la poisse, si je vous dis que ça va mieux, vous pouvez être sûr que le lendemain, là. Et puis surtout que ma santé mercredi, elle était bof, hein. Et hier c'était pareil. Là franchement, c'est bon, mais j'apprends à m'écouter, et c'est très, très, c'est très déroutant parce que j'apprends à m'écouter, et du coup mon corps me parle puissance 10 000, et je suis pas habituée à ce que ce soit le cas à ce point. Donc je prends ces signaux comme une énorme alerte en me disant au secours, mais là je peux pas m'arrêter, il faut que je continue encore un peu, mais il faut qu'ils tiennent. Et je ne sais pas si ce sont vraiment ces signaux sont vraiment des grosses alertes, et que je fais bien d'écouter à ce point parce qu'il faut l'écouter et se poser un peu, ou si les signaux sont surpuissants par rapport à la réalité,
lié à mon burn-out et un côté de, comme on dit, de mémoire de traumatisme, enfin, vous voyez, tous ces trucs-là. Et je sais pas. Donc, en fait, dans le doute, bah, j'écoute vachement mon corps, mais il y a des fois où, enfin, si j'écoutais mon corps à ce point, je pense que je serais pas partie en vacances cet été. Je pense que j'aurais pas fait toute cette semaine, avec tout ce que j'ai fait cette semaine. Et voilà. Donc, et en même temps, bah, je lui ai demandé de tenir un peu, et puis qu'après, j'allais m'occuper de lui. Et là, c'est bon, enfin, là, ça va être plus calme, et je vais relâcher la pression, et que même si j'ai 50 000 trucs à faire, je vais l'étaler, et sur tous les jours, et voilà. Il y a quelqu'un qui me disait, oh, bah, c'est bien la création de contenu, ça te fait des journées courtes, tu peux faire plein d'autres trucs à côté. Bah, en fait, je commence à 6h30 et je finis à 23h30. Donc, si j'ai besoin, je peux mettre ce que je fais à d'autres moments tout au long de mes journées. Et puis voilà. Donc bon, c'était très intéressant parce que derrière ça, en fait, ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle répond avec sa propre expérience et ça fait écho à la nôtre et ça m'a tellement parlé. Et en fait, enfin, que ce soit ce qu'elle nous a dit en répondant à chacune, parce qu'en fait, c'est vrai que les questions de chacune étaient hyper intéressantes. Ce qu'elle a dit lorsqu'elle a eu le podcast avec Louise Aubry, et puis là, en fait, quand on attendait, quand chacune faisait dédicacer son livre, j'avoue que bah, on nous a donné les livres et tout, puis je commençais à feuilleter. Et waouh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. En fait, il y a un côté de générosité, de bienveillance, et c'est du développement personnel. Et en l'occurrence, par rapport aux autres livres, on n'est pas sur un roman, on est sur un guide. Et là, la partie 1, s'aimer, si je vous lis juste le début. Pourquoi est-ce si difficile de s'aimer? J'aimerais commencer ce livre en abordant un sujet fondamental, peut-être même le plus important de tous, l'amour de soi. Amour de soi. Ces 3 petits mots semblent si simples, et pourtant, combien d'entre nous peuvent affirmer s'aimer pleinement, inconditionnellement, et vivre sans la présence de cette petite voix critique qui leur murmure qu'ils ne sont pas assez beaux, pas assez intelligents, pas assez accomplis, pas assez aimables, etc. Dans notre monde saturé d'images idéalisées, de réussites spectaculaires, de vie mise en scène en ligne, comment ne pas nous sentir en décalage? Les réseaux sociaux créent un miroir déformant dans lequel nous comparons notre réalité brute aux versions soigneusement filtrées des autres. Comment nous aimer dans ce contexte? Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été abordé sur la partie réseaux sociaux, en fait, quand quelqu'un scrolle et les émotions que ça peut lui donner. Alors c'est sûr que là, nous, on est dans le monde de la lecture, donc ça reste soft, quoi. Enfin, on n'est pas en train de... Enfin, c'est pas comme certains domaines où... Enfin, on n'est pas sur du maquillage, sur de la beauté, ou derrière... Enfin, je suis en train de me dire... ouais, je sais pas. Moi, je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais en tout cas, il y a un côté sur les réseaux lecture, ça reste des réseaux lecture, en fait, des réseaux sociaux lecture. Mais c'est vrai que des fois, il y a un côté un peu... selon ce qu'on a regardé, selon du coup ce que l'algorithme va nous montrer, par rapport à nos recherches précédentes, et il y a des fois des choses où, bon, c'est comment dire, ça peut-être être pour certains anxiogène. Moi, je scrolle pas beaucoup. Ce qui, alors, je pense, parce que en fait, on me dit souvent, j'aimerais lire plus, mais je scrolle beaucoup trop sur les réseaux et ça me fait perdre du temps. Moi, j'ai pas ce souci-là, mais vu mon nouveau métier, je pense que je ne scrolle pas assez. Donc en fait, ça c'est quelque chose que moi je ressens pas. Je peux pas vous dire. Alors des fois oui, il y a des choses qui ont été anxiogènes pour moi en ouvrant Instagram, etc. Mais c'est des choses que j'ai réglées. Mais et parce que voilà, j'ai pu les identifier et c'était très simple de régler ça. Mais derrière, oui, je scrolle pas beaucoup et je scrolle certainement pas assez. Je vais surtout sur les réseaux, enfin sur Instagram pour répondre aux messages privés, aux commentaires, pour moi-même poster en fait. Et puis je vais regarder quelques stories, quelques comptes, mais je vais pas y rester indéfiniment. Mais je comprends ce côté anxiogène que ça peut apporter selon ce qui est montré. Enfin voilà. Enfin je peux pas dire que je suis sujette à ça, mais je comprends totalement en fait. Donc ça c'est vrai que c'est intéressant. Ce livre doit... attendez, qu'est-ce que j'en étais où? Non, mince, c'était pas la bonne page. Attendez. Ah, j'étais dans la partie 1.
Les réseaux sociaux créent un miroir déformant dans lequel nous comparons notre réalité brute aux versions soigneusement filtrées des autres. Comment nous aimer dans ce contexte? Il y a aussi notre histoire personnelle, notre passé, nos blessures d'enfance, nos échecs, les paroles que nous avons reçues et qui ont laissé des traces qui résonnent encore. Ces expériences ont façonné notre perception de nous-mêmes, souvent à notre insu. Pourtant, l'amour de soi n'est pas un luxe. C'est un besoin vital, le socle sur lequel nous construisons notre relation au monde. Sans amour de soi, nous sommes comme une maison bâtie sur du sable, vulnérable à chaque tempête émotionnelle. Avec l'amour de soi, nous devenons une forteresse capable de résister aux vents les plus violents. Alors pourquoi est-il si difficile pour nous de nous aimer? Pourquoi semblons-nous programmés pour nous critiquer plutôt que nous célébrer? Comment transformer ce dialogue intérieur, souvent dur et exigeant, en une conversation bienveillante et constructive avec nous-mêmes? C'est avec ces questions que je souhaite ouvrir ce livre. Et pour y répondre, je vous propose 5 clés qui pour moi sont devenues essentielles. Comme toujours, ce ne sont pas des formules magiques, mais des chemins à explorer, des pratiques à intégrer progressivement. J'espère qu'elles vous aideront autant que moi. Et je m'arrête là. Et j'imagine que vous êtes comme moi, et vous êtes en train de vous dire, wow, c'est quoi les clés? Mais j'aime bien comment, en fait, j'aime bien le fond et la forme parce que le livre est quand même assez bien aéré, coloré, etc. Et puis ça me parle parce que je pense que dans ce que j'ai vécu depuis un an, il y a des choses que je vais pouvoir prendre. Enfin, depuis un an, ça a été le jour et la nuit, en fait. Enfin, ça a été assez fou. Tout ce qui s'est passé dans ma vie. Et je pense que ça peut être un bon guide, justement. Ça peut être un bon guide pour m'aider parce que tout n'est pas réglé. Enfin, on dit un burn-out, c'est long. On dit souvent ça. Puis moi, au début, en plus, si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir que quand j'ai fait mon burn-out, j'ai dit, j'ai un mini burn-out, quoi. Parce que j'étais debout, j'étais pas allongée toute la journée, tous les jours, j'avais pu me lever. Ce truc d'être allongée, je l'ai vécu au début, de pleurer, de pas pouvoir se lever, enfin, d'être dans l'incapacité de poser ses jambes par terre. Hein. Enfin, c'est vraiment ça. Mais ça, je l'ai vécu 2 jours, puis après, je me suis levée, et puis, donc en fait, je m'étais dit, mais à partir du moment où mes jambes, elles acceptent de me tenir debout, c'est un mini burn-out en fait, rien du tout. Rien du tout parce que je l'ai poussé mon corps, je l'ai poussé à l'extrême, je l'ai poussé parce qu'il y a quelque chose qui m'animait et je pense que j'ai eu raison de le faire parce que j'en serais pas là sinon il y a un moment donné où il fallait que je quitte mon travail, je l'ai quitté et c'est aussi par ça. Mais derrière c'est quand même enfin, c'est pas parce que j'en suis là que tout est réglé. C'est pas parce que j'ai fait ces choix-là, parce que, que tout est réglé. Déjà, vous dire que j'ai fait un choix, c'est quelque chose de fort, parce qu'à chaque fois, on me dit, c'est bien d'avoir fait ce choix, et moi, je suis trop gênée. Je dis, mais non, c'était pas un choix. En fait, j'ai pas eu le choix. Enfin, bref. Mais il y a encore un peu de chemin à parcourir. Et donc, il me manque, je pense, une dernière demi-marche. Et je compte sur ce guide. Oh. Il a une grande mission ce guide. Voilà, en tout cas c'était très intéressant et très intéressant, très émouvant aussi parce qu'on avait beau être plusieurs quelque part, il y a un côté de on rentre dans nous-mêmes puisque tout enfin là vous voyez, je vous parle de moi par rapport aux questions mais je pense que là dans ce que j'ai lu vous-même vous devez vous dire moi qu'est-ce qu'il en est etc. Enfin et c'est en ça que c'était très intéressant d'écouter les questions des autres aussi parce que même si on ne vit pas exactement ça, on peut comprendre et on peut voir pourquoi nous on le vit pas. Est-ce qu'on est protégé si c'est quelque chose de pas cool ou non et pourquoi? Enfin voilà. Donc écoutez, je vous en reparle très vite, mais c'était très bien. Et donc oui, ce matin, je vous ai dit que j'avais revu Carlo Vecchi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis dans un livre, mais il fait l'objet d'un vlog dédié. Et je peux vous parler d'un autre livre que j'ai terminé. J'ai l'impression que ça fait 150 ans que j'ai terminé ce livre. Attendez. Hop, là je vous pose bas. Et on remonte. Ce trépied, il est trop particulier. Voilà. Moi, j'aime bien mon trépied de téléphone parce que vous voyez, c'est juste, hop, on claque comme ça, là, hop, hop, voilà. C'est pratique, ça. Là, il faut tirer et tout. Enfin, bref. Donc, bref, tout ça pour dire que j'ai terminé celui-ci, Data sanglante, le 2e tome de Jakub Zvamalek. J'ai terminé mercredi après-midi. Je sais même plus si je vous l'ai dit que j'avais terminé. Mais voilà, ça fait à peu près 150 ans, hein, comme je vous disais, que j'ai terminé. Top. J'ai relevé... Oh, ça se trouve, je vous le redis. Voilà, si c'est de la redite, je suis désolée. J'ai relevé plein de citations. Ça, je vous ai dit que j'avais utilisé plein de... Non, mais je voulais raconter tout ça.
C'était très bien. Très très bien, ça donne envie de lire le tome 3, c'était juste top. L'auteur fait des références à Friends, à Hercule Poirot, à tout ce qui est nouvelles technologies en fait. Hein. Enfin, du coup, ça fait vachement réfléchir, notamment les applications que vous utilisez, les applications gratuites qui ont des publicités. Et avec ces publicités, ça permet de vous géolocaliser régulièrement. Et voilà, c'est le genre de truc qu'on apprend. Alors, c'est pas un livre, c'est un polar, c'est un thriller. Hein. C'est pas un livre de bonnes pratiques des nouvelles technologies, mais on récupère 2-3 petits éléments quand même. Et top, j'ai trop hâte de retrouver j'ai trop hâte de retrouver notre journaliste assez incroyable Yulita. Ah, je me rappelle plus de son nom de famille. Wojcika. C'était comme ça. De toute façon, déjà, j'arrive pas à dire le bon nom de l'auteur. Et j'ai le tome 3. Attendez, j'ai d'autres livres de lui. Je rangerai après. Le tome 3, saturation totale. L'autre fois, j'étais en train de me dire, est-ce que c'est vraiment la fin? Est-ce que c'est vraiment le dernier tome? Mais en fait, c'est écrit partout que c'est la trilogie du Darknet. Donc à partir du moment où c'est une trilogie, il va falloir accepter que c'est le dernier tome, hein, et qu'il va falloir dire au revoir au personnage. Là, je crois que c'est annoncé largement. Hein. 390 pages, c'est le plus court. C'est le plus court. Ouais, 393 pages. Là, on a les 2 premiers tomes chez Point. Mais c'est tellement top. Et puis là, sort celui-ci, La Station, qui fait 370 pages. Donc là j'ai hâte de voir, on est sur un thriller aussi autour de la station spatiale internationale, donc écoutez, je vais voir tout ça. Mais très chouette découverte d'auteur dans la famille, je découvre un auteur 150 ans après tout le monde, quoi, voilà. Attendez, je range ça parce que ça m'agace, sinon, parce que j'ai toute une pile, j'ai pas réussi, toute une pile de livres que j'aimerais lire prochainement. Bon, quand je dis que j'aimerais lire, en fait ce sont des livres avec des deadlines. Voilà. Donc, tout ça c'est une petite organisation, mais comme la pile elle a bien descendu, mais elle est pas petite. Donc si elle est pas petite, ça veut dire que vous connaissez mon programme du week-end. Sauf qu'en fait j'ai aussi des contenus à faire ou à monter. Ça va là? Vous êtes bas? Ouais, contenu à faire et contenu à enregistrer, mais j'ai déjà des contenus enregistrés que je dois monter. Donc lire, oui, mais pas totalement. En fait, j'aurais du mal. De toute façon, pour lire, il faut que mon esprit soit libéré, faut que ça aille bien, que j'ai passé une bonne journée, que j'ai bien travaillé et que je culpabilise pas de lire. La lecture fait partie de mon travail, mais derrière, je vais pas. Si je dois faire quelque chose d'urgent, eh ben je vais pas lire à ce moment-là. Enfin, moi c'est pas possible en fait, parce que je vais être en stress, je vais pas rentrer dans le livre, je vais pas du tout, enfin ça va pas marcher, enfin ça sert à rien. En fait, ça ne sert à rien. Donc je peux pas lire tout, à n'importe quel moment ni quoi que ce soit. Donc il faut que j'arrive à trouver le bon équilibre parce que je dois lire, parce que j'ai des deadlines, mais j'ai aussi des deadlines pour des contenus, donc il faut que j'arrive à trouver juste le bon équilibre, c'est-à-dire faire assez de contenu pour avoir l'esprit libéré pour lire, etc. Voilà. Enfin, c'est pas grave, hein. Je suis pas en train de dire que je suis sur un problème incroyable, je suis pas sur un métier où la vie de personnes sont en danger ou je ne sais quoi si je m'y prends pas bien, hein. Je sais. Mais c'est juste que je sais pas comment vous fonctionnez, mais moi c'est vrai que je suis très efficace en lecture à condition d'avoir l'esprit globalement apaisé en fait. Et ça ne sert à rien de lire si c'est pas le cas. Alors, oui et non, parce que des fois, je peux avoir des soucis. Enfin, genre, quand j'ai fait mon burn-out, justement, on m'avait dit, non, c'est pas, on ne m'avait pas dit, mais moi, je pensais que c'était pas un burn-out totalement, puisque j'avais réussi à me lever pour aller voir Benjamin Lacombe, un super événement. Donc là, je m'étais dit, ça peut pas être un burn-out, parce que ouais, je me suis écroulée le jeudi, mais le mardi matin, bon, je marchais, mes jambes me tenais globalement, mais j'ai vu Benjamin Lacombe, j'avais un peu l'esprit embrumé, mais
je l'ai vu, quoi, donc j'ai pu le voir. Voilà, donc ça j'ai pu me lever, alors que c'est pas ce qu'on pense pour un burn-out, et j'ai pu lire. Mais j'ai pas lu comme d'habitude non plus. Enfin, c'est là où j'ai sorti certains livres comme Mémoire de la forêt, de Michael Brun-Arnaud, donc de la littérature jeunesse, etc. Voilà, donc en fait, au final, j'étais en burn-out et donc j'avais pas l'esprit apaisé. Et pourtant, j'ai pu lire, mais c'est pas l'esprit apaisé globalement. C'est pas le fait d'être totalement zen dans ma vie ou je sais pas quoi. C'est plutôt si j'ai pas de trucs urgents, quoi. Enfin, c'est ça. C'est que là, au moment où je vous parle, j'allais dire, je vais raccrocher. Je vais terminer la vidéo. J'aurais pas l'esprit libre. J'aurais pas l'esprit libre puisque j'ai 2 trucs à monter. Que là, faut que je réponde à des mails que j'ai reçus pendant que j'enregistrais, et que va falloir monter ce vlog. Et j'ai même pas monté le début du vlog. Enfin, je vois pas quand est-ce que j'aurais pu le faire. Donc j'ai pas l'esprit libéré. Donc là, ça ne sert à rien de me poser et de lire. Vraiment, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Voilà, c'est plus ça. Donc après, je me connais et puis je fais comme je pense. Je m'écoute. Wow. Je vais devenir une grande sage. Non, mais ceux qui me suivent depuis 8 ans et demi, vous devez peut-être voir une évolution parce que je suis pas sûre que j'aurais dit des phrases comme ça. Je pense que quelqu'un m'aurait dit, écoute, je sais pas, tu vois, j'écoute mon corps. Je me serais dit, quoi mais non, maintenant je suis celle qui écoute son corps. Bon, après, je suis pas, c'est pas parce que j'écoute mon corps que, hein. Bref. Bon, allez, plein de choses. Mais voilà. Écoutez, je vous remercie parce que dans les commentaires des 2 derniers vlogs, vous êtes top. C'est vrai que je savais pas trop comment m'organiser, moi, parce qu'avec, comme je vous dis, là, la semaine a été particulière. Les vlogs, je vous les fais pas comme j'aimerais. Le mieux ce serait que je vous montre un événement, je prenne la parole après. Je vous montre un événement, je prends la parole après. Là, vous avez, poum, une petite série d'événements, je prends la parole. Enfin, c'est inégal. C'est pas bien monté, c'est pas bien sur plein de trucs. Mais je vous remercie parce que écoutez, cette imperfection ne vous dérange pas trop, et merci de votre indulgence sur ça, et du fait que voilà, les vlogs en ce moment, je continue. Déjà je me dis, si là j'arrive effectivement à le monter, et si vous avez le vlog dimanche, je me dis mais comment cette semaine, qui était une semaine pas incroyable au niveau pic, et déjà la semaine dernière je la sentais monter cette semaine, et je la voyais avec un petit peu d'appréhension, que mon corps ne tienne pas. Là, on arrive à quasiment la fin de la semaine. En tout cas, le gros est passé. C'est pas terminé, hein, mais le gros est passé. Et j'ai réussi à faire 3 vlogs. Et ça, je suis contente. Et en fait, ça m'aura fait du bien de vous parler. Parce que vous voyez, je continue à vous parler sans jamais clôturer ce vlog. Donc, mais en tout cas, merci. Merci pour votre bienveillance. Merci d'être là. Et n'hésitez pas, vous aussi, à vous confier en commentaire. Ce sera avec plaisir. Et puis, ça fait avancer les réflexions, moi, je trouve, sur des sujets. Enfin, quand je vois vraiment la soirée avec Maud Ankawa hier, qui était tellement riche, tellement émouvante. Enfin, on a partagé quelque chose avec les 9 autres créatrices de contenu qui étaient là. Eh bien, c'est intéressant, quoi. C'est intéressant quand on a comme ça des échanges qui, malgré tout, paraissent très très personnels et qui, en fin de compte, résonnent en beaucoup de nous. Allez, c'était le mot de la fin. Donc, merci en tout cas pour votre présence, pour votre indulgence en ce moment. Voilà, c'était pas parfait. Mais je sais pas comment ce sera la semaine prochaine, mais chaque chose en son temps. Mais déjà, non, là, cette semaine, on était sur du beau niveau, mais c'est positif aussi. Je suis ravie de vivre tout ça, grâce à vous aussi. Merci. Et très bonne lecture et à très vite.